Monsieur le Président, bonjour, bienvenue à vous tous et toutes ici. Vous êtes donc à Paris, au Palais Brongniart, dans un lieu qui a été un lieu d'innovation financière pendant plus de 2 siècles, puisque c'est ici que se tenait la Bourse de Paris. You will find headsets on your seats for translation in 5 languages, French, English, Spanish, Arabic and Chinese. Et pour commencer notre sommet pour un nouveau pacte financier mondial, un pacte financier pour que notre système financier puisse mieux protéger le bien-être des populations et mieux protéger notre planète, j'appelle désormais sur scène Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs d'organisations et d'institutions financières internationales, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présence aujourd'hui à Paris et vous remercier, vous toutes et tous, pour votre engagement dans cette lutte contre la pauvreté et la lutte pour la planète. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Alors, je veux d'abord souligner que ce sommet est le vôtre, c'est-à-dire celui de toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne face à leur population, à leur planète qui se dégrade. Et ce que nous voulons bâtir ici, dans un moment où les risques de division sont grands, c'est en effet un nouveau consensus, mais qui ne soit pas dicté d'un endroit, mais qui soit en quelque sorte porté par celles et ceux qui vivent les conséquences du changement climatique et des dérèglements et ont à lutter au premier plan face à la pauvreté et ses conséquences. Les objectifs du développement durable nous ont donné un formidable élan. Le secrétaire général, en septembre prochain, organisera un sommet important avant celui de l'année prochaine. Nous avons, nous le savons aussi, des rendez-vous qui vont structurer l'agenda, la COP d'ici la fin d'année, les G20. Et il nous faut aujourd'hui réussir à avoir quelques objectifs clairs. Malgré cette mobilisation, malgré aussi ce que nous avons collectivement réussi à obtenir à Kunming et Montréal en matière de biodiversité, si nous regardons les choses en face, les inégalités augmentent, la vulnérabilité climatique ajoute encore au risque et notre monde est soumis à des chocs de plus en plus grands. La pandémie a accru ces difficultés, une reprise mondiale désorganisée aussi, et maintenant la guerre en Ukraine, suite à l'agression russe, et de nombreuses déstabilisations. Pour cela, nous avons un système financier qui est le fruit d'un consensus passé, qui a su montrer son efficacité, qui a apporté des aides extrêmement conséquentes durant les décennies passées, mais qui ne va sans doute plus assez vite, qui n'est plus tout à fait adapté et qu'il faut réaligner sur nos objectifs. C'est pour cela que nous avons proposé l'année dernière à Bali un nouveau pacte financier mondial. Celui-ci doit être bâti d'abord sur les attentes des populations. Et je veux saluer nos jeunesses, partout à travers le monde, qui ont contribué à la préparation de ce sommet, les organisations non gouvernementales, les sociétés civiles. Elles doivent continuer à être au cœur de ce projet. Je veux aussi remercier chère Mia, la Première ministre de la Barbade, qui a été décisive et avec son agenda, elle a commencé à structurer les choses, en particulier en termes de vulnérabilité climatique. Et puis remercier tous les représentants ici aussi du continent africain comme du continent sud-américain, pacifique et asiatique. Le président Bazoum du Niger, cher Mohamed, viendra dans un instant nous expliquer aussi les conséquences et tout l'enjeu de la lutte contre la pauvreté. Je veux ici l'en remercier. Je vais être très court. Je pense que les tables rondes nous permettront d'avancer sur beaucoup de sujets. Mais au fond, il y a 4 éléments très simples que je voulais poser en début de cette conférence. D'abord, le premier principe, c'est que jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Et j'ai entendu beaucoup de décideurs ces derniers mois, parfois ces dernières années, très souvent dire, au fond, vous nous expliquez, vous qui avez déjà réglé le problème de la pauvreté, ce qu'il faudrait faire en matière
de transition climatique, quels sont les choix qu'on devrait prendre. Mais nous n'avons pas encore réglé le problème de la pauvreté. On ne doit pas avoir à faire ce choix, et donc on doit pouvoir relever les défis en même temps. Deuxième principe, chaque pays doit choisir souverainement son chemin. Il n'y a pas un modèle unique, et je pense qu'il est important qu'on respecte ici les chemins très singuliers que les pays doivent pouvoir suivre selon leur propre modèle. Et du coup, ce nouveau pacte financier international doit être beaucoup plus respectueux des souverainetés de chacun. C'est d'ailleurs ce que nous avons mis au cœur des accords de transition pour l'énergie, les JETP. L'Afrique du Sud, entre autres, en a signé un avec la communauté internationale. C'est ce que nous avons mis au cœur aussi de nos partenariats pour la conservation positive. Le Gabon est en train d'en finaliser un aussi pour protéger sa biodiversité. Je crois que c'est la méthode qui est la plus respectueuse de cette souveraineté. Troisième principe, nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Et donc ce choc concessionnel doit impliquer davantage de mobilisation nationale, celui d'organisations régionales et de nos structures financières, mais également une meilleure mobilisation des institutions multilatérales. Et je veux saluer le rôle de la directrice générale du FMI depuis ces dernières années, avec entre autres cette réallocation de droits de tirage spéciaux, et saluer le nouveau président de la Banque mondiale engagé sur ce chemin avec, je crois, durant ce sommet, un partenariat nouveau qui pourra se sceller et qui nous permettra d'engager bien davantage nos institutions financières multilatérales. Et puis le quatrième principe, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de secteur privé. Et je pense qu'on doit être très honnête, il y a beaucoup de liquidités dans ce monde, il y a beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'on arrivera à changer totalement de système, parce que je sais que c'est l'aspiration de certains, mais je pense qu'on peut le faire beaucoup mieux fonctionner si cet argent et ces liquidités sont au service des progrès de la planète et de ce double défi que j'évoquais, pauvreté et climat-biodiversité. Et donc pour cela, nous avons besoin de mobiliser beaucoup plus de financement privé vers les pays en développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents. Et aujourd'hui, le secteur privé n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et donc il nous faut, par les discussions qu'on a eues ces dernières années, cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière, comme on dit, mais qui a vocation à faire quoi? À enlever la part de risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays, à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de s'exposer davantage. Mais il faut au fond que cette finance privée internationale qui est là soit mieux mobilisée vers les pays qui en ont le plus besoin, et pour ça qu'on arrive à être collectivement innovants, qu'on les accompagne, qu'on enlève le risque qui doit être enlevé pour permettre le déclenchement de ce financement. Mais sans le secteur privé, fonds souverains, organisations philanthropiques, grands asset managers, nous ne relèverons pas ce défi. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer ce sommet, avec ces 4 principes qui, je crois, doivent structurer notre action. Pour moi, cette réunion doit être celle des solutions. Et donc, nous devons, durant ces 2 jours, dégager des mobilisations, des engagements, des nouveaux instruments, des nouvelles mobilisations, j'en ferai la liste demain, mais des solutions très concrètes qui doivent changer la vie sur le terrain des pays qui sont face à ces défis. C'est à cette aune que nous serons jugés, parce que nous aurons à rendre compte. Et je vous proposerai aussi demain un mécanisme de suivi pour qu'on puisse voir si ces 2 journées sont au rendez-vous de l'ambition que nous devons porter. Je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs. Merci à nouveau d'être là aujourd'hui. Et au fond, ce qui m'importe, c'est la mobilisation générale pour le défi qui est le nôtre. Au fond, nos compatriotes partout à travers le monde et notre planète, parce que ces 2 objectifs sont jumeaux. Je vous remercie et bon sommet. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de le dire, nous sommes ici pour notre avenir. Nous sommes ici parce que nous croyons en l'unité et nous croyons en la cohésion mondiale. Je voudrais appeler maintenant sur scène une jeune Africaine qui vient d'Ouganda, qui depuis 2019 met sur le devant de la scène la nécessité du combat pour le climat, contre la pauvreté dans son pays.
J'appelle Vanessa Nakate à nous rejoindre. Elle lutte depuis 2019 pour que la voix de la jeunesse soit entendue. Elle a fondé un mouvement, Rise Up. Elle a écrit un livre, L'écologie sans frontières. Et elle a, ce matin, des choses à nous dire. Vanessa, à vous la parole. Bonjour. Président Macron, Monsieur le Président Macron, Secretary General, distinguished Monsieur le Secrétaire guests, général, Mesdames I et would Messieurs, like to begin j'aimerais by commencer asking all of us en vous demandant à tous to hold a moment of silence d'observer une minute de silence pour toutes celles et tous ceux autour du monde qui souffrent déjà, starving, qui ont faim, being displaced, qui sont déplacés, dropping out of school, qui quittent being l'école, forced into child marriages, dont losing their l'entourage cultures, les history, contraignent à des mariages forcés those et qui who are sont already victimes de helpless, l'histoire, celles et ceux hopeless, qui n'ont plus d'espoir et qui meurent the devastating impacts du fait des effets dévastateurs des crises climatiques. We are witnessing people all around the world Dans le monde entier, who are losing their livelihoods les gens and perdent increasingly their lives leurs ressources et de plus en plus perdent la vie fossil fuels. du fait de la dépendance aux carburants fossiles. Plus de 46 millions de personnes dans l'Afrique sont confrontées à des niveaux de crise relatifs à l'insécurité alimentaire suite à des années et des années de sécheresse à cause du changement climatique. Le Canada brûle et des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées et ont perdu leur foyer, ont perdu leur communauté. Des vagues de chaleur ont poussé l'Inde à des niveaux qui mettent en danger la survie humaine. Dans l'Atlantique, des tempêtes se multiplient et se dirigent vers les Caraïbes. Or, nous ne sommes qu'au mois de juin. 9 millions de personnes meurent chaque année après avoir respiré l'air qui est pollué par les feux de forêt causés par des feux et des pollutions liées au changement climatique. Les défis sont tels qu'ils sont difficiles à envisager. J'aimerais donc vous parler d'une seule personne. Il s'agit d'un garçon de 6 ans. Au mois de septembre dernier, j'ai passé quelques jours avec l'UNICEF dans le Kana County, dans la Corne de l'Afrique. J'y ai rencontré des gens qui souffrent des incidences de 4 saisons de pluie qui n'ont pas eu lieu, 4 années successives. J'ai passé du temps avec des gens qui n'ont rien fait pour être responsables de la crise climatique. Or, ils sont les premières victimes de ce qui est en train de se produire. J'ai passé du temps avec des mères qui tentent désespérément de faire survivre leurs enfants, qui peinent à trouver des aliments, à nourrir et à trouver de l'eau pour permettre à leurs enfants, à leurs familles de survivre une semaine, un jour ou même une heure. J'ai passé du temps avec leurs enfants
qui ne tiennent à la vie qu'à un fil. J'ai passé du temps avec des enfants à l'hôpital où des enfants souffrent de malnutrition sévère et ne sont pas traités. Les familles de ces enfants n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires et les enfants en sont victimes. Au coucher du soleil ce soir-là, ce petit garçon était mort. Il ne s'agit que d'un exemple de la manière dont le changement climatique touche les gens aux quatre coins du monde, et en particulier dans le Sud. Ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique et dans d'autres pays vulnérables est plus que terrifiant. Or, ça n'est pas une fatalité. Et nous ne devons pas accepter cette fatalité. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que tout un chacun sur la planète a droit à un environnement sain. Il n'y a pas un seul pays qui ait voté contre cette résolution. Cette décision historique qui reconnaissait le droit fondamental de chaque être humain de respirer de l'air propre a été mise en avant par l'Organisation mondiale de la santé. Or, on le sait, ce sont les résultats des carburants fossiles qui polluent l'environnement. Les citoyens du monde, si nous ne faisons rien, verront leurs droits bafoués. Nous avons des pays aux quatre coins de la Terre qui se doivent d'offrir une meilleure vie à leurs citoyens. Or, ils persistent à brûler du pétrole et à brûler du gaz. Quand on parle de développement, on ne peut pas tolérer que des millions de personnes respirent un air pollué. Quand on parle de développement, on ne peut pas tolérer que des millions de personnes soient poussées dans la famine après des années de problèmes agricoles. Quand on parle de développement, on ne peut pas tolérer que des États insulaires souffrent dans leur économie et dans leur survie du fait de la multiplication des tempêtes et de la montée du niveau des eaux. On peut imaginer un développement sans carburants fossiles. On peut imaginer un développement avec une énergie propre. Je ne suis pas une experte des finances et je ne suis pas une spécialiste des énergies. Bien souvent, les dirigeants ont tendance à dire que les jeunes ne comprennent pas la complexité des financements nécessaires à la transition. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on ne peut pas imaginer mettre en place un pacte financier mondial sans songer aux moyens de se débarrasser des carburants fossiles. On ne peut pas continuer à parler de ces sujets sans avoir le bien-être des gens à cœur. Selon l'Organisation internationale de l'énergie, 70 millions de personnes vivent sans accès à l'électricité, en particulier en Afrique et en Asie. Pendant des décennies, les grandes entreprises du pétrole ont prétendu que les carburants fossiles seraient synonymes de développement pour les populations dans l'hémisphère sud. Or, on sait que c'est un mensonge. Les pipelines ne vont jamais alimenter les petits villages de l'hémisphère sud. La plupart des carburants fossiles finiront à l'étranger et les bénéfices économiques viendront alimenter les comptes en banque de ceux qui ont déjà la richesse. Pourquoi ces entreprises, pourquoi les banques qui les financent continuent-elles à nous mentir? Une réponse, des profits à court terme. Ce sont des profits, des bénéfices qui priment sur les populations, sur l'environnement, sur le monde et sur notre existence. Comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres l'a dit. Les entreprises de gaz, les entreprises des carburants fossiles promeuvent des intérêts qui ne sont pas compatibles avec la survie de l'humain.
On sait que les gouvernements, on sait que les dirigeants d'entreprises qui acceptent l'idée et qui reconnaissent l'idée que l'urgence climatique est une réalité, tout en promouvant l'utilisation et le maintien du système basé sur les carburants fossiles, ils nous mentent. Est-ce que les avertissements désespérés des scientifiques les plus fiables du monde suffisent à arrêter et à convaincre nos dirigeants? Non. Chevron, Shell, BP et les autres entreprises représentent des bénéfices de 55 milliards de dollars simplement pour le deuxième trimestre 2022. L'année dernière, Shell a rompu ses promesses. En effet, ils ont annoncé continuer la production de carburant pour pouvoir continuer à développer leurs bénéfices. Ce sont des promesses qui sont rompues et qui, ce faisant, sont synonymes de vie perdue. Dans le même temps, les gouvernements continuent de subventionner les carburants fossiles à hauteur de 130 milliards de dollars, 1300 milliards de dollars. On est en train de parler de 1300 milliards de dollars. Or, on sait que les coûts en termes de santé, causés donc par la pollution atmosphérique, représentent 8 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 6,1% du PIB mondial. Nous avons 17 ODD qui ont été identifiés. Combien de ces ODD pourrions-nous accomplir avec un montant pareil? L'argent ne manque pas. Ne venez donc pas nous dire que nous devons accepter un air toxique, une pollution atmosphérique, des eaux empoisonnées en échange d'un pseudo-développement. Toutes les décisions que vous allez prendre ici, à ce sommet, doivent avoir à cœur les gens, les populations. L'idée est d'aider les gens, d'aider les personnes vulnérables. Vous devez leur tendre la main. Vous devez avoir à cœur celles et ceux qui sont au premier plan de la lutte contre le changement climatique. Vous devez faire en sorte que le développement soit apporté aux populations qui en ont besoin, sans pour autant creuser des nouveaux puits de pétrole, sans mettre en danger leurs économies, leur survie, sans les condamner à des incidences encore plus graves du changement climatique. Vous devez veiller à ce que les pollueurs payent. Vous devez annuler les dettes. Et vous devez faire en sorte que les financements climatiques aillent à celles et ceux qui n'ont pas été à l'origine des raisons pour lesquelles le changement climatique est une crise. Vous devez penser en termes de milliards, de milliers de milliards, et non pas en termes de millions. Vous devez veiller à ce que les communautés qui en ont besoin le plus sont financées. Et vous devez garder à l'esprit que plus de carburants fossiles est équivalent de plus, se traduit par plus de pertes, plus de dommages. Vous allez envisager un nouveau pacte financier et ce faisant, vous devez veiller à ce qu'il s'agisse là d'un pacte qui s'accompagne d'une disparition progressive des carburants fossiles substitués par des sources renouvelables. Récemment, lors de la COP, on a dit qu'une disparition des carburants fossiles était une réalité inévitable. Vous devez et vous pouvez faire en sorte que cela se fasse maintenant plutôt que d'attendre. Pendant que ce sommet se tient, des gens meurent. Le petit garçon que j'ai rencontré à Kanaka County en est mort. Le secrétaire général des Nations Unies avait raison. Toute dépense supplémentaire en faveur des carburants fossiles n'est qu'une folie. Mettons fin à cette folie. Veillons à ce que les gens soient privilégiés, que l'on pense aux gens avant que l'on pense au profit. Veillons à ce que ce petit garçon qui est mort soit un exemple. Les populations du monde comptent sur vous. Les populations du monde vous regardent. Rappelez-vous,
Ce sont les gens. Ce sont nous. Nous sommes ces gens. Merci. Après ces mots engagés, émouvants, Vanessa Nakate l'a dit, elle n'est pas une experte financière. Nous avons néanmoins la chance d'avoir avec nous deux grands économistes, Nick Stern et Amar Bhattacharya, qui, l'année dernière, avec Vera Songwe, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, ont présenté à la COP27 un rapport qui a changé la conversation mondiale sur la finance-climat, un rapport qui a fait date, et nous avons la chance de vous avoir avec nous pour que vous puissiez nous présenter les besoins d'aujourd'hui et les besoins de demain. Merci. Merci. Merci Vanessa. Vous nous avez donné espoir. Il nous incombe maintenant de nous montrer à la hauteur de ce défi que vous nous lancez. Merci, Monsieur le Président, pour cette initiative de première importance et merci de nous avoir invités, de former ce trio pour parler de cet aspect financier lors de cet événement important. La COP 26 et la COP 27, et puis maintenant la présidence de la COP 28 nous invite instamment à mener ces travaux. Malheureusement, toutes celles et ceux que j'aurais aimé associer à mes propos ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le financement a des buts. L'agenda mondial aujourd'hui nous enjoint d'être plus résilients, plus résistants aux crises auxquelles nous sommes confrontés et d'être à la hauteur des objectifs de développement que nous nous sommes fixés, mais également d'agir de manière plus urgente en matière de réduction et d'atténuation du changement climatique. Cela exige une action ambitieuse, une augmentation de 2,3%, 2 ou 3% du PIB dans le monde et un engagement significatif des pays qui en ont besoin dans le monde. Une augmentation qui est essentielle, non seulement pour être à la hauteur des ambitions, mais veiller également à ce que nous mettions derrière nous les modèles destructeurs du passé, que nous nous montrions plus constructifs et plus résilients. Si nous voulons être à la hauteur de cette de ces idées ambitieuses, nous devons premièrement changer les choses de manière systémique. Les choses ne sont pas simples, mais une approche non réalistique consisterait à ne pas être à la hauteur. Nous ne pouvons pas attendre. Alors, voici les chiffres. Dans l'ensemble, les dépenses pour atteindre les ODD devront être le double de celles qui étaient celles d'avant la pandémie, c'est-à-dire 5 000 milliards, 5 300 milliards d'ici 2030. En ce qui concerne les objectifs de développement économique, il faudra augmenter de 2 multiplié par 4 pour arriver à 2300 milliards de dollars. Nous pensons qu'il faut 1 400 milliards de dollars qui doivent être consentis par la mobilisation interne, dont 1 milliard par an pour consacrer suffisamment de financement à la lutte contre le changement climatique. 250 à 300 millions de dollars devront être consentis par les banques de développement multilatérales, à savoir 3 fois le niveau actuel. 500 à 600 milliards de dollars devront provenir des financements privés, à savoir une augmentation de 5 par rapport à la situation, et 200 milliards de financement concessionnel afin d'augmenter la mobilisation actuelle et faire en sorte que nous soyons à la hauteur de ces ambitions afin d'en arriver à un chiffre de 1 000 milliards. Ce cadre quantitatif est repris par une note que vous trouverez sur le site des organisateurs de cet événement. Ce sont des chiffres importants, mais disons-le, ce sont des chiffres indispensables, non seulement pour les objectifs de Paris, mais aussi pour les ODD. Ce sont des chiffres qui sont indispensables pour nous valoir croissance, développement et réduction de la pauvreté. Des objectifs qui sont forts, des objectifs sur lesquels nous ne pouvons pas revenir. Il n'y a pas d'incompatibilité entre action contre le changement climatique et réduction de la pauvreté. Je vous remercie. Merci Nick, merci de me donner cette opportunité de partager cette tribune avec Nick et avec Vera,
qui est avec nous ici par l'esprit. Donc j'aimerais dire que la première étape cruciale est un symbole qui est un symbole de confiance, c'est de répondre aux engagements de longue date des pays en développement, des pays développés de fournir des centaines de millions de dollars pour le développement climatique. Les bailleurs se sont engagés à fournir ces centaines de millions en 2023 et les leaders du G7 ont répété cet engagement lors de la déclaration d'Hiroshima. Des efforts concertés sur cet engagement et des grands progrès sont faits par les banques multilatérales de développement sur le financement climatique, et l'amélioration des efforts de mobilisation. Tout cela suggère qu'il y a de bonnes chances de répondre à ces engagements pour le climat en 2023 et ensuite à commencer à imaginer un programme d'action beaucoup plus large. Il y a 6 priorités essentielles pour notre programme d'action à l'avenir. La première étant d'établir un cadre commun pour accélérer les actions et les financements vers des plateformes dirigées par des pays qui sont soutenus par des plateformes régionales. Les partenariats pour une transition énergétique juste sont des exemples de ce type de plateforme. Nous devons aussi, deuxièmement, lutter contre l'endettement des pays vulnérables face au changement climatique et aux pays pauvres, et nous devrons ensuite rompre le cycle vicieux entre le climat et la vulnérabilité face à la dette, comme cela vient d'être dit. Troisièmement, nous devons fortement améliorer notre soutien aux pays au développement pour les aider à mobiliser davantage de ressources nationales, que ce soit au niveau public et privé, et lutter aussi contre les flux illicites de capitaux. Lutter aussi contre les subventions qui sont inutiles et accélérer la taxation carbone doivent être nos priorités. Quatrièmement, nous devons développer le potentiel des banques multilatérales de développement ainsi que du système financier en général. Et cela veut dire donc que nous devons nous assurer qu'elles puissent soutenir la multiplication des investissements, de débloquer de nouveaux investissements, mais aussi de mobiliser un capital à bas coût de leurs propres ressources. Et plus important encore, catalyser les financements privés vers la gestion et le partage des risques et réduire aussi le coût des capitaux. Au vu de l'augmentation nécessaire, il faudra des ressources financières supplémentaires, même si l'on utilise plus efficacement les ressources financières disponibles déjà. Cinquièmement, nous devons créer aussi une nouvelle autoroute de financement privé, parce que les financements privés devront être la plus grande contribution à cette augmentation. Cela veut dire que le secteur privé, les gouvernements, les banques multilatérales de développement doivent unir leurs forces et co-créer des opportunités d'investissement, lutter contre les entraves aussi, ici notamment les entraves politiques ou réglementaires, et faire baisser le coût du capital, notamment avec un mélange de finances et de partage des risques. Et comme l'a dit le président Macron, cela veut dire un plus grand rôle, bien plus grand rôle pour les garanties. Et ici, il nous faut explorer de nouveaux mécanismes, notamment pour les risques de change. Et enfin, nous devons élargir la portée et l'ampleur des financements concessionnels et de manière à utiliser de nouveaux donateurs, mais aussi de nouvelles sources de financement, notamment en utilisant davantage les droits de tirage spéciaux, les marchés du carbone, la philanthropie privée, il y a de nombreuses philanthropes ici, et poursuivre aussi des options pour taxer dans le monde entier les carburants fossiles, notamment dans le secteur de l'aviation et maritime. Alors bien sûr, rien de tout ça sera facile, mais ce sont des étapes essentielles. Et sous le leadership et l'engagement du président Macron, tel qu'il nous l'a démontré, et que l'on voit ici dans ce sommet aussi, tout cela est possible. Merci. Merci beaucoup, Nick et Amar. D'abord de nous dire que les engagements pris sont en bonne voie d'être tenus,
et aussi pour nous appeler à l'action. Alors j'appelle maintenant Monsieur le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, à nous rejoindre. Vous êtes à la tête, Monsieur le Président, d'un pays de 26 millions d'habitants qui chaque jour connaissent les conséquences du climat, les conséquences de la pauvreté, les conséquences de la sécheresse, du manque d'eau, de l'insécurité alimentaire. Et comme Vanessa nous l'a dit, nous sommes d'abord ici pour parler des hommes et des femmes. À vous la parole. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales, Mesdames et Messieurs, sur le chemin ponctueux des sommets décisifs, ce sommet de Paris marque un jalon important faisant suite notamment à l'accord de Paris sur le climat de 2015, l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est une étape importante avant la COP28 à Dubaï et le G20 à New Delhi qui engageront notre avenir commun. Je salue donc cette initiative du président Macron, président de la République française, et je le remercie aussi de m'avoir invité et me donner la parole à cette cérémonie d'ouverture. L'ambition de ce sommet, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, c'est d'aboutir à un consensus sur un nouveau pacte financier mondial afin de répondre à la grande crise multidimensionnelle qui a fragilisé le système financier mondial et amené le monde au bord de péril. La réponse est une urgence face aux urgences. À côté des urgences, il y a l'essentiel. Concevoir un système plus juste et plus résilient pour éviter le chapelet des crises décennales et la succession des réformes définitives censées les résoudre depuis plus d'un siècle. À cette fin, et pour susciter l'adhésion, une conception collaborative et inclusive des parties prenantes publiques et privées permettra de fixer par itération les termes du pacte de manière juste et robuste. Je salue donc l'approche holistique, cohérente, mettant la finance au service de l'économie réelle de ce sommet, qui veut bâtir un nouveau pacte financier mondial autour du traitement des défis majeurs de notre époque. L'enjeu pour moi, président d'un pays financièrement pauvre, mais non dénué de ressources naturelles et même pourquoi pas humaines, est d'exprimer une vision stratégique conciliant les agendas précédents et les objectifs de développement. Dans le cadre des objectifs des agendas qui sont bien définis, il s'agit d'obtenir dans le consensus visé par le sommet un accord de principe pour une certaine flexibilité et des marges de manœuvre permettant d'atteindre les objectifs régionaux et locaux de développement tout en respectant les contraintes globales. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi ici d'apporter un témoignage personnel sur le changement climatique et ses impacts. Tout au long de ma vie, j'ai vu une succession de sécheresses privant les cheptels de pâturage et les paysans de récolte. J'ai vu la terre rougie, des cheptels décimés, des régions livrées à la famine et des cohortes de grossir les bidonvilles. J'ai observé la paupérisation des régions entières défigurées par la désertification. Le pastoralisme est remis en cause par l'amenuisement de la biodiversité et les meilleures herbes dont vivaient les animaux ont disparu, laissant la place aux herbes les plus résilientes, dénuées pratiquement de feuilles, sans toute forme de valeur nutritive. Il est loin, au Sahel, le temps où une vache se reproduisait en moyenne chaque année, tout en produisant du lait pendant 9 mois. La règle aujourd'hui, c'est qu'elle se reproduise tous les 2 ans pour une production de lait réduite de moitié et qui ne dure véritablement que quelques petits mois. C'est cela qui explique que le Sahel n'est plus synonyme que de sécheresse, mais aussi et surtout, malheureusement, de violence. La sécheresse a généré la violence comme sa conséquence naturelle. Ce sont là, en grande partie, les effets en chaîne du changement climatique, qui est un fait
observables par chacun d'entre nous. La crise migratoire et la crise sécuritaire, alimentées par les crises climatiques, économiques et la démographie, sont notre réalité quotidienne que la communauté internationale se doit de regarder avec discernement et responsabilité. Dans mon pays, la démographie non maîtrisée est le facteur prépondérant alimentant la pauvreté sur lequel se greffent les autres crises migratoires, sécuritaires et environnementales notamment. En accédant à l'indépendance en 1960, le Niger comptait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en compte, vous l'avez dit, 26 millions. Avec le taux actuel de croissance, nous serons autour de 70 millions à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain. Sans politique intelligente de gestion démographique, tous les efforts de développement et d'éradication de la pauvreté seront vains. Notre taux de croissance actuel reflète le fait que 77% des filles se marient avant leurs 18 ans et 28% se marient avant leur 15e anniversaire. L'unique levier que nous pouvons actionner pour faire face à cette situation est celui de l'éducation et de la formation des jeunes, des filles en particulier, qui permet de contrôler la démographie, de créer des emplois et de faire bénéficier du dividende démographique au passage. Or, l'éducation coûte très cher. Mais c'est le prix à payer pour que dans les pays pauvres et du Sahel notamment, nous puissions faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, sinon quoi, nous n'arrêterons jamais de parler de migration illégale, de violence, d'empoisonner le débat politique en Europe et ailleurs et de vivre les affres des situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il s'agit seulement de penser à ce qui se passe au Soudan pour prendre la mesure des dangers auxquels nous sommes exposés, pas qu'en Afrique, partout au monde aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce que je viens de dire montre très clairement que le Sahel est une zone de la planète qui aura été les plus perturbées par les effets du changement climatique. Il faut particulièrement prendre garde à ce qu'elle ne soit victime des programmes conçus dans le cadre de la transition climatique. Notre débat sur ces questions est un débat qui reste polémique. C'est à ce titre que, comme tous les autres pays pauvres, nous serons opposés à toute politique visant à nous priver du recours des énergies fossiles contenues dans notre sous-sol. Et l'unique solution acceptable est celle qui nous permet d'atteindre les objectifs des différents agendas à la fois, se fondant par conséquent sur la solidarité et la complémentarité bien comprises, rendues effectives par une politique de péréquation généralisée. La mise en œuvre du nouveau pacte passera par la construction d'une boîte à outils audacieuse et innovante en termes réglementaires juridiques et en ingénierie financière. Dans cette boîte à outils, les instruments financiers existants doivent être améliorés, d'autres créés pour mieux partager les risques et les résultats en tenant compte des facteurs et des contraintes climatiques et environnementales, ainsi que d'autres externalités dans la valorisation et la couverture des risques. Elle comprendra en particulier la monétisation des quotas carbone et des DTS. Plus spécifiquement, le nouveau pacte doit rendre concrète et opérationnelle l'aide prévue par les accords de Paris et de Glasgow en faveur des pays pauvres qui attendent d'être mis en application. Au-delà du Niger, nous avons en Afrique une population nombreuse et en forte croissance. Nos besoins
pour financer les infrastructures et les services de base dans l'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé, les transports, les nouvelles technologies et l'éducation sont impératifs et incompressibles. Nos besoins fondamentaux doivent être satisfaits avant toute décroissance, car, comme on le dit chez nous, une vache qui a bu et une vache assoiffée ne marchent pas ensemble. Il y a pour nous donc une urgence à court terme dans l'urgence globale, celle de mobiliser des fonds pour répondre à notre impératif de développement et à nos défis démographiques et sécuritaires. Il faut à cet effet notamment accroître les capacités de financement des banques multilatérales de développement en augmentant les capitaux afin d'avoir un effet de levier pour accroître leurs capacités de financement. Je voudrais insister en particulier sur la nécessité de mobiliser des ressources plus importantes au profit de l'IDA. Les banques multilatérales doivent aussi bénéficier des réallocations des DTS qui sont jusque-là inutilisées. Il faut faire profiter des pays comme le Niger des instruments de garantie. M. Stern et son compagnon viennent de nous le rappeler. Il faut donc faire profiter des pays comme le Niger des instruments de garantie de financement auxquels nous pouvons prétendre et réduire les primes de risque excessives des investisseurs si nous voulons intéresser le secteur privé à ce combat contre le changement climatique dans les pays pauvres. Les coûts prohibitifs des capitaux les ont jusqu'ici mis hors de notre portée, malgré les recommandations formulées à l'occasion de toutes les rencontres que nous tenons. Or, ces coûts sont aujourd'hui paradoxalement en forte augmentation et ne reflètent pas souvent les fondamentaux macroéconomiques de nos pays. Il y a, même pour ce sommet, Monsieur le Président Macron, des grands risques que nous continuons dans les incantations. Or, je pense que nous avons déjà organisé trop de rencontres pour que nous puissions indéfiniment répéter les mêmes choses. Il s'agit donc de passer à l'action. Mesdames et messieurs, nous avons une planète. Il n'y en a pas d'autre de remplacement. Nous devons le savoir. Et nous sommes à un point d'inflexion historique. À l'échelle mondiale, dans cette époque de rupture de modèles et de transition, les rafistolages et les rustines ne sont plus de mise. Nous devons abandonner les dogmes et les certitudes, embrassons de nouveaux paradigmes plus conformes à notre réalité, qui est faite de dureté insupportable pour certains et de menaces certaines pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez parlé de menaces. Il y a effectivement de nouvelles vulnérabilités. Et je voudrais maintenant appeler sur scène la Première ministre des Barbades, Mia Mottley, dont nous connaissons la fougue, la persévérance, et qui, lors de la COP27, a lancé l'agenda de Bridgetown, un agenda de réforme pour les institutions multilatérales. Et vous avoir ici avec nous, avoir ceux qui vous ont suivis depuis quelques mois est important. Et donc, à vous la parole. Thank you very much. President Macron, Secretary General, distinguished colleagues, heads, distinguished guests, people of the world. The power of silence, as we just learned, and the power of voice, as we must give expression to today. The danger of inaction or slow action, and the fundamental difference that committing and walking the walk and not just talking the talk simplement parler, faire des promesses ou vraiment We come to joindre Paris la parole à l'action. Today Nous venons aujourd'hui with a à heavy Paris heart, avec nos cœurs lourds, but with hope.
mais aussi avec de l'espoir. We come to Paris today Aujourd'hui, nous venons à not to Paris reinforce the divisions non of pas the pour renforcer past, les divisions passées the orders of the ou past, les ordres du passé. but we come to Paris to Au identify contraire, nous venons ici the common humanity pour that we identifier share l'humanité commune que nous and the partageons absolute moral imperative et l'impératif moral to save absolu our planet and qui to nous make pousse à it sauver livable. notre planète et We la don't rendre need vivable. a lot more words today. Nous n'avons pas besoin de plus grands And discours quite aujourd'hui. honestly, Et honnêtement, I don't know that I have it in me. je ne crois pas to give more avoir words. davantage de mots à donner. As I speak to you, Alors que je m'exprime my devant country, that of St. Vincent and the vous, Grenadines mon and others in pays, the comme Caribbean, Saint-Vincent et les Grenadines et d'autres in the pays des Eastern Caraïbes, are des Caraïbes under de a l'Est aussi, tropical storm watch sont en for alerte Tropical pour Storm Beth, literally. tempête tropicale Yesterday, qui pourrait tuer I had de to nombreuses decide personnes. whether to Hier, stay j'ai dû décider or to go. si je devais rester dans mon pays ou partir. And I chose to stay because Et j'ai décidé de rester it is important that we move to action. car il est important de Behind passer à Tropical l'action. Storm Beth is another system. And hence, Derrière la this tempête is our tropicale new Beth, reality. il y a un nouveau système et celui-là doit être notre We réalité. have heard this morning from Vanessa, Ce matin, nous avons appris par we've Vanessa, heard from the economists, mais aussi par les we've économistes heard from the president of Niger, ou le président du Niger. and everyone has spoken truth. Nous avons With feeling, appris des choses qui étaient vraies, exprimées avec des sentiments And et Emmanuel, clairement. I've left you for last. Et Emmanuel, je Because privately I call vous ai this laissé the en How Dare dernier, You Summit. How dare you? car pour moi, c'est le sommet qui je t'ai demandé comment oses-tu créer ce sommet, comment How oses-tu dare you step out bouleverser l'ordre of your crease and summon us all et nous appeler tous to ici this inflection moment pour ce point d'inflexion, that will determine whether we ce point will de have basculement qui déterminera capacity and the will si nous aurons les capacités et la to bring volonté pace and scope to the problem. d'accélérer les résolutions des problèmes et d'en élargir l'ampleur de 9 l'action. months ago, Je peux vous dire qu'il y a eu déjà du mouvement. Il y a 9 mois, personne ne parlait de clauses sur les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, to recognize the wisdom of it, nous avons des personnes qui veulent en reconnaître l'existence, car les personnes veulent qu'il y ait des paiements qui soient versés aux personnes qui sont victimes de la crise climatique. Il y a aussi ceux qui souffrent des sécheresses, comme c'est le cas dans le Malawi, mais le système ne fonctionne pas aussi bien pour eux, donc il faut l'améliorer. Il y a 9 mois, personne ne parlait de réforme des banques multilatérales de développement, de réforme de grande ampleur. Et à Jay, la Banque mondiale n'insistait pas autant sur son engagement face à la crise climatique comme elle l'insiste aujourd'hui. Et nous vous souhaitons vraiment le meilleur, car c'est entre vos mains qu'il y a vraiment ce besoin d'élargir la portée et d'accélérer les choses. Il y a 9 mois, nous n'étions pas prêts de parler de dette. Et pendant la pandémie, il a été reconnu qu'il ne fallait pas seulement s'attaquer aux symptômes de la balance des paiements, mais de retourner vraiment aux traités et à leurs objectifs sous-jacents pour garantir la croissance et la stabilité économique, macroéconomique et financière. Mais ce qu'on nous demande, ce n'est pas simplement de cocher une case pour le progrès. Comme Vanessa l'a dit, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est une transformation totale. Ce n'est pas simplement la réforme de nos institutions. Et cette transformation est nécessaire car depuis les années 1990, nous
où le changement climatique a vraiment commencé à être connu, nous avons décidé de ne pas écouter les conseils des scientifiques. Et donc ce qui aurait pu être fait en plus de 100 ans doit être aujourd'hui fait en moins de 10 ans. Et cher secrétaire général, mon cœur saigne pour vous. Car vous avez été cette voix constante. Mais je vous dis, ça n'a pas été en vain, votre message n'a pas été vain. Comme vous l'avez entendu dans la bouche de M. Macron ce matin, nous avons enfin compris que la pauvreté et le climat ne peuvent pas être séparés, que l'éducation et le climat ne peuvent pas être non plus traités séparément. Et plus tard, aujourd'hui, nous allons étudier plus en détail les actions que nous devons prendre de manière un peu à l'initiative de Bridgetown, parce que nous ne pensons pas être la seule réponse, mais parce que nous avons déjà la volonté d'unir les forces, de réunir les gens pour discuter des problèmes et de faire suffisamment de bruit pour attirer l'attention de ceux qui doivent agir et de ceux qui doivent parler. Je vous demande aujourd'hui de ne pas quitter Paris sans avoir compris que la dynamisation de nos ambitions politiques, ce qui est nécessaire, doit parvenir à une transformation et non pas simplement une réforme. Je vous demande aussi à veiller à ce que ceux d'entre nous qui sont des chefs de gouvernement reconnaissent que le monde ne peut pas poursuivre dans l'ombre d'un ancien ordre impérialiste qui ne voit pas les pays, qui ne les écoute pas et qui ne voit pas, qui n'écoute pas, qui ne comprend pas les gens non plus. Je vous demande aujourd'hui de reconnaître que nous ne pouvons pas venir à Paris, mais laisser ensuite nos directeurs retourner au FMI, à la Banque mondiale et reprendre les choses comme avant. Car cela ne va pas dans... Nous n'agissons pas pour notre propre intérêt, nous agissons au nom de nos États souverains. Et donc nous n'avons pas simplement besoin d'argent, nous avons besoin des réformes des systèmes de gouvernance. Car quand ces institutions ont été fondées, nos pays n'existaient pas encore. Et donc nous demandons une transformation totale pour garantir les sources de capital, même si c'est impopulaire de le dire. Nous ne demandons pas la faillite des entreprises privées, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Toutefois, nous demandons à chacun de partager le fardeau, de manière à pouvoir aussi partager les profits. Et donc cela veut dire que si l'on demande seulement des comptes au gouvernement, cela n'est plus nécessaire, cela n'est pas suffisant. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de mettre aussi à la table les coopérations multilatérales dont les profits sont 2 à 3 fois plus importants que les budgets des pays. Je termine bientôt. Et si ces entreprises ne comprennent pas qu'elles ne peuvent pas ne pas participer, alors elles n'ont aucun désir de résoudre les problèmes. Et donc, nous pouvons remercier la philanthropie aussi pour ce qu'elle fait, mais ça ne peut pas faire que ce qu'elle veut. Elle doit faire ce dont le monde a besoin. Et donc j'espère que nous allons quitter Paris aujourd'hui, non seulement en étant encore plus déterminés que jamais de protéger la planète, sa biodiversité et ses habitants, mais aussi en reconnaissant que si nous n'agissons pas aujourd'hui à grande échelle et rapidement, alors nous ne serons pas capables de parvenir à notre but à temps pour sauver encore plus de personnes. Donc, en tant que représentants de nos peuples, à ce moment unique de l'histoire de la civilisation, nous devons non seulement faire la bonne chose, mais le faire aussi en temps voulu et le faire pour les bonnes raisons. Nous aurons plus de temps pendant cette journée et demie à venir pour en discuter des détails, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'accélérer les choses et d'agir enfin. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Pour conclure cette cérémonie d'ouverture, j'appelle le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour nous présenter votre vision. Il y a 7 ans maintenant, l'agenda 2030 des objectifs de développement durable était présenté. Nous sommes à mi-chemin. Comment voyez-vous l'avenir? Et vous avez fait, il y a quelques jours, un appel à une transformation, comme disait la Première ministre, du système financier. Nous voulons vous entendre ce matin. Monsieur le Président, cher Emmanuel, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Merci, cher Emmanuel, d'organiser ce sommet important dans un contexte international qui ne manque pas de défis. Et merci, cher Mia Mottley, pour les efforts entrepris dans le cadre de l'initiative de Bridgetown. C'est là une remarquable base de travail pour apporter une réponse aux difficultés auxquelles font face un si grand nombre de pays en développement. Car l'immobilisme n'est pas une option. Le système financier international est en crise. À mi-chemin de l'échéance du programme 2030, les objectifs de développement durable s'éloignent chaque jour un peu plus. Même les objectifs les plus fondamentaux en matière de faim et de pauvreté reculent après des décennies de progrès. Oui, en 2023, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Et des dizaines de millions de personnes supplémentaires sont en train de basculer dans l'extrême pauvreté. La pandémie du Covid-19 et l'invasion russe de l'Ukraine ont empiré les choses. Les pays riches ont pu générer des liquidités nécessaires pour relancer leurs économies. À l'inverse, les pays en développement n'ont pas cette capacité et doivent faire face à des coûts d'emprunt abusifs jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des pays développés. De nombreux dirigeants sont confrontés à un choix cornélien, assurer le service de leurs dettes ou subvenir aux besoins de leur population. Beaucoup de pays africains dépensent aujourd'hui plus d'argent pour rembourser leurs dettes que pour les soins de santé, avec des séquelles terribles pour des générations entières. Aujourd'hui, 52 pays sont en défaut de paiement ou se rapprochent dangereusement de cet état. Et cela inclut la majorité des pays les moins avancés, tout comme la majorité des 50 pays les plus vulnérables au changement climatique. Des dizaines d'autres risquent de les rejoindre. Et cette situation est intenable. Il est clair que l'architecture financière internationale a failli dans sa mission de fournir un filet de sécurité global aux pays en développement. Et la raison est simple. Comme Mia Mottley vient de l'évoquer, cette architecture a été bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle essentiellement reflète, même avec quelques adaptations, les rapports de force politiques et économiques de l'époque. Rendez-vous compte, plus de 3/4 des pays d'aujourd'hui n'étaient pas représentés à la création des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ce n'est guère mieux pour les Nations unies et le Conseil de sécurité en particulier. Près de 80 ans plus tard, l'architecture financière mondiale est devenue dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Elle n'est plus à même de répondre aux besoins du monde du XXIe siècle. Un monde multipolaire, caractérisé par des économies et marchés financiers profondément intégrés, mais aussi par des tensions géopolitiques et des risques systémiques croissants. Les institutions financières internationales sont aujourd'hui trop petites et trop restreintes pour remplir leur mandat et être au service de tous, en particulier des pays les plus vulnérables. Un exemple. Le capital versé de la Banque mondiale ramené au PIB global représente aujourd'hui moins d'1/5 de ce qu'il représentait en 1960,
alors même que les défis sont autrement plus grands. Et enfin, le système financier mondial perpétue et aggrave même les inégalités. En 2021, et c'est une décision que nous applaudissons, le Fonds monétaire international a ainsi alloué plus de 650 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Les pays de l'Union européenne, auxquels mon pays appartient, ont reçu 160 milliards de dollars. Les pays africains, 34. Dit autrement, un citoyen européen a perçu en moyenne près de 13 fois plus qu'un citoyen africain. Tout cela a été fait dans les règles, mais reconnaissons-le, ces règles sont devenues profondément immorales. Une architecture financière qui ne représente pas le monde d'aujourd'hui risque d'ailleurs de conduire à sa propre fragmentation dans un monde où la géopolitique est elle-même un facteur de fragmentation. Excellencies, ladies and gentlemen. Excellences, mesdames et There will messieurs. be no serious solutions to the crisis. Aucune solution sérieuse n'est possible à la crise sans réforme sérieuse. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé de mes vœux un nouveau Bretton Woods, une occasion pour les États de, ensemble, réexaminer et reconcevoir l'architecture financière mondiale pour le XXIe siècle. Plus tôt ce mois, dans le cadre des préparatifs pour le sommet de l'avenir, j'ai proposé un document politique, un plan détaillé pour repenser l'architecture financière mondiale et servir de filet de sécurité pour l'ensemble des pays. Je ne me fais aucune illusion. Tout est question de pouvoir et de volonté politique. Aucun changement ne sera possible du jour au lendemain. Mais à mesure que nous œuvrons pour des réformes profondes, des réformes dont nous avons besoin, nous pouvons agir en urgence aujourd'hui pour répondre de manière urgente aux économies, aux besoins des économies en développement et émergentes. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une relance des ODD de 500 milliards de dollars américains par an afin d'investir dans le développement durable et l'action climatique. Cela passe par des étapes concrètes pour veiller à ce que les dirigeants mondiaux agissent maintenant. Ils peuvent mettre sur pied des mécanismes de dette, d'allègement de dette permettant de suspendre les créances, de mettre en place des allongements d'échéances et des taux plus bas, notamment pour les pays qui souffrent de vulnérabilité particulière, notamment en termes de changement climatique. Nous pouvons augmenter le financement du développement et de la lutte contre le changement climatique en augmentant la base de capital et en modifiant le modèle des banques de développement multilatérales et ainsi transformer leur approche du risque sans pour autant prendre trop de risques. Mais on pourrait en dire autant du rôle joué par les agences de notation qui, à mon avis, sont en partie responsables d'un grand nombre de crises auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Nous pouvons également, dans le même temps, comme je le disais, transformer cette approche du risque pour tirer meilleur parti des financements privés à des coûts acceptables pour les pays développants. Nous en avons beaucoup entendu parler aujourd'hui. La nécessité d'avoir davantage de garanties. Les dirigeants mondiaux peuvent augmenter ces financements de contingence, ces financements d'urgence aux pays qui en ont besoin, en redistribuant de manière très large les DTS qui n'ont pas été utilisés et en recourant à d'autres mécanismes innovants pour augmenter les liquidités mondiales. La Banque de développement africaine a lancé une initiative pour canaliser les DTS vers les banques de développement multilatérales. Et cela permettrait de multiplier cette incidence par 5. C'est une initiative qui doit être une source d'inspiration. Les dirigeants mondiaux peuvent mettre en place un mécanisme permettant d'émettre des DTS automatiquement lorsque une crise survient et de les distribuer selon les besoins. Ils peuvent mettre un prix sur le carbone. Ils peuvent mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles et réaffecter ces financements en faveur d'utilisations plus durables et plus productives. La liste de ce qui est possible est infinie. Et sachez-le, les 2 prochaines journées seront d'une grande utilité pour identifier les formes concrètes
et les moyens concrets d'avancer. Concomitamment, ces mesures peuvent contribuer à réduire la pauvreté, la faim, à aider le développement, à aider les économies émergentes et en développement et à soutenir des investissements en faveur de la santé, de l'éducation et de l'action climatique. Nous n'avons pas besoin d'attendre le moment parfait pour réformer en profondeur l'architecture financière internationale. Ce sont des étapes que nous pouvons prendre dès maintenant. Et il s'agirait là d'un pas de géant en faveur de la justice mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis pleinement consciente des défis et des vents contraires auxquels nous sommes confrontés. Les dynamiques de pouvoir, les contraintes en termes de coopération mondiale dans le monde contemporain rendent ces problèmes encore plus difficiles à résoudre. Mais les solutions ne sont pas impossibles et nous pouvons commencer dès aujourd'hui. Nos discussions peuvent produire des résultats concrets et significatifs pour les personnes qui en ont besoin. Je vous donc, lors de cette réunion, je vous enjoins, et il s'agit là vraiment d'un cri du cœur, je vous enjoins de faire en sorte que le changement se fasse. Il s'agit également d'un cri de guerre. Le moment est venu de dire la vérité, une prise de conscience. Faisons ensemble de cet instant un moment d'espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Vous l'avez dit, nous sommes là pour agir, non pas pour juste penser. Le sommet est donc ouvert. Je vous invite, vous remercie d'abord d'avoir participé à cette cérémonie, vous invite les uns et les autres à rejoindre, soit dans cette même salle à 10h45, la première table ronde animée par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, sur l'évolution du rôle des banques multilatérales de développement, ou à rejoindre la 50aine d'événements qui se tiennent ici, qui se tiennent à l'OCDE ou à l'UNESCO et qui commenceront elles aussi à 10h45. Many thanks to all. Have all a great summit. Et nous nous retrouverons demain autour du président de la République pour les solutions.